Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle conférence du Club du Mercredi. Avant de vous présenter notre intervenant, je vais vous toucher quelques mots sur notre association, étant donné qu'on a beaucoup de nouvelles personnes avec nous ce soir. Le Club du Mercredi est une association qui organise une conférence par mois, de préférence le mercredi. Ça arrive que ce soit le samedi, mais c'est pratiquement systématiquement le mercredi. Conférences qui réunissent deux types d'intervenants, soit des talents locaux. On a eu notamment Yann Caspar ou Alexandre Landre dans cette catégorie il y a déjà quelques mois, ou alors des conférenciers avec des titres un petit peu plus prestigieux et une notoriété nationale. Là, dans cet esprit, on a eu François Bousquet, on a eu Jean-Michel Vernochet le mois dernier, et puis nous avons ce mois-ci le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rogeron. Pierre-Yves Rogeron qui est déjà venu l'année dernière et donc qui nous fait l'honneur de sa présence à nouveau ce mois-ci. L'honneur de sa présence, pourquoi? Parce que Pierre-Yves est créateur du Cercle Aristote, qui est une association de conférences similaire à la nôtre, mais avec beaucoup plus de travail, qui existe depuis 10 ans maintenant, Pierre-Yves. Qui est dans sa 10e année, tout à fait. Voilà, donc ça fait 10 ans que l'association existe. Il est également créateur des éditions Perspectives Libres et de la revue Perspectives Libres, dont vous pourrez trouver quelques numéros en vente ce soir, voilà, dont le dernier numéro s'appelle Francophonie entre puissance et partage, qui est donc la 23e parution de la revue. Revue qui regroupe différents intervenants sous forme d'articles. Il y a un thème central, donc là la francophonie, et puis ensuite une série d'articles plus libres avec différents intervenants. La dernière chose, Pierre-Yves est un penseur influent de la scène souverainiste en France et surtout un homme de réseau qui connaît énormément de monde et puis qui ce soir va pouvoir nous parler d'un sujet important et va se livrer à un exercice assez délicat qui est l'exercice de futurologie. On va essayer d'anticiper ensemble les grands événements à venir en 2019 sur la scène nationale et sur la scène internationale. Et parallèlement à cette conférence, il vient également nous présenter l'ouvrage qui représente les 10 ans du Cercle Aristote, qui vient couronner et concrétiser les 10 ans de travail effectués par le Cercle Aristote. Ouvrage qui s'appelle « Pourquoi combattre ?» Et un ouvrage dans lequel, je profite de sa présence, un ouvrage dans lequel on retrouve 3 de nos intervenants réguliers, membres habitués du Club du Mercredi, puisque vous pourrez retrouver des articles d'Alexandre Landre, des articles de Yann Caspar, et enfin un dernier article de Rémi Magotte, qui est présent avec nous ce soir sur la géologie et sur les minerais rares. Je tenais à le souligner parce que c'est pour nous une fierté d'avoir des gens qui figurent dans cet exemplaire. Et voilà, je tenais à leur dire qu'on en est fiers et qu'on les remercie d'avoir pris part à cette démarche. Voilà, mais également, on te remercie de nous avoir permis de proposer des noms et des articles pour la constitution de cet ouvrage. Dernière chose, quelques détails encore en supplément, puis ensuite je te donne la parole. Je vous rappelle qu'on demande une participation financière de 3 € à la sortie pour nous permettre de faire venir des gens et d'organiser des événements de façon régulière. Il y a une séance de questions-réponses qui est prévue à la fin de la conférence, donc c'est pas la peine de couper Pierre-Yves au milieu de son exposé pour lui poser une question. Il y aura largement le temps de le faire ensuite. De la même façon, essayez de laisser vos téléphones sur silencieux pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore. Et enfin, pour les internautes, vous pourrez profiter du formidable travail de notre équipe technique en retrouvant les conférences sur Internet, sur YouTube et Facebook précisément. Voilà, je vous remercie, je te cède la parole Pierre-Yves. Et puis merci mon camarade. Merci mon camarade. Alors, je me permets juste de rebondir sur un point, parce qu'il y a un 4e talent de ce club qui s'est illustré dans Pourquoi combattre, c'est dans les traductions du camarade Nicolas Klein. Donc, je vous remercie d'être là, je remercie nos camarades du Club du Mercredi, je remercie Maxime particulièrement pour m'avoir invité. Exercice de futurologie, je suis très orgueilleux, je le lis partout sur Internet, avec délectation d'ailleurs, mais pas suffisamment pour, disons, on va rester sur l'année 2019 et sur ce qui pourrait être, et de notre œil de Français, les principales évolutions et les principales menaces. Nous allons le faire d'abord sur un angle géoéconomique et sur un angle géopolitique avant de venir sur la scène politique intérieure, dans une seconde partie. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je force un petit peu, ou alors je force encore un peu la voix? Ok? Bon. Donc, nous allons commencer par comment l'année est 2019, quels sont les risques
pour la France, parce que si vous voulez, il faut toujours, en géoéconomie comme en géopolitique, commencer par d'où nous parlons. C'est d'ailleurs pour ça que la géopolitique française est si faible, y compris la géopolitique nationaliste ou patriote. Parce que, contrairement aux écoles anglo-saxonnes, jamais ou très peu, vous verrez un géopolitologue anglo-saxon vous dire l'année 2019 en général. Non, c'est l'année 2019 pour les États-Unis. C'est ça qui les intéresse. Alors que le géopolitologue français, c'est l'année 2019 en général, parce que vous savez, la peur de paraître trop bleu-blanc-rouge, y compris dans les élites patriotiques, est une maladie. Vous voulez, c'est pas de la haine de soi, c'est de la honte de soi, ce qui parfois est pire. Cadre général géoéconomique de l'année 2019. Madame Christine Lagarde, qui nous a été épargnée pour l'instant en tant que Premier ministre et Présidente de la République, et espérons que ça continue, et qui s'est réfugiée au FMI, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus, vient d'annoncer que 4 nuages sont en train de s'amonceler au-dessus de l'économie mondiale et que cela risquait d'occasionner une tempête. Il est vrai que le FMI s'étant particulièrement illustré dans le fait d'être resté aveugle aux crises de 98-2000, à la crise de 2008, elle préfère en annoncer une petite crise chaque année pour ne pas être prise au dépourvu. Et elle vous donne 4 raisons d'avoir peur, très peur. Le protectionnisme de Trump, donc faites pas la même chose, restez avec vos usines vides, pour le bien de l'humanité. Le Brexit, eh oui, salauds d'anglais qui ont voulu être libres, le resserrement des taux d'emprunt et le ralentissement de l'économie chinoise. Vous remarquez qu'il n'y a pas l'action des organisations internationales dont elle fait partie dans le lot. Hein. C'est toujours la faute du vilain roast beef qui n'est pas assez européen, du méchant Trump qui est trop misogyne et du vilain tyran asiatique Xi Jinping. Les gens bien, de bonne compagnie, sont effacés de ce diagnostic. Petite anecdote au passage, et vous dire pourquoi Christine Lagarde, parce que ça c'est drôle, je l'ai su de la part du beau-frère de Nicolas Sarkozy, que j'avais eu le déplaisir de recevoir en consultation un jour, et qui m'avait dit, tu sais pourquoi Lagarde au FMI? Parce que quand Sarkozy est face à la crise de 2008, ses conseillers lui disent « faut banquer pour les banques ». Ça tombe bien, c'est votre pognon. Souriez. Et il y avait quand même une petite particularité financière qui aurait permis à l'État français de récupérer 3 francs 6 sous sur cette perte sèche. C'est ce qu'on appelle techniquement un equity kicker, c'est-à-dire que quand les banques sont renflouées, si elles font des bénéfices après, en plus de vous reverser le capital, elles vous donnent un petit quelque chose. Christine Lagarde était totalement au courant de ce mécanisme, elle l'a caché au président Sarkozy, dont l'intelligence n'est pas la première qualité, vous me l'accorderez, pour être sûr que son dossier serait pris au FMI à la servilité. Et Dieu sait que sa servilité lui fut très utile. Je referme la parenthèse, mais c'est pour vous dire d'où ça parle, justement. En effet, il y a des risques géoéconomiques pour 2019, mais ce n'est pas tout à fait cela. Mais il y en a. Nous reviendrons sur le Brexit plus tard, et nous reviendrons également sur le risque de guerre commerciale sino-américaine un tout petit peu plus tard. Mais je peux vous dire que sur ces 2 risques-là, vous ne risquez en réalité pas grand-chose. Le véritable risque de 2019, c'est que nous avons une chance, et de toute façon, nous arrivons dans des années décisives à ce niveau-là. Tout le monde vous parle de la méga-crise qui arrive. Autant c'est utile, autant ce n'est pas... faut pas être grand clair. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, la crise n'est plus un moment du capitalisme. La crise est un mode de gestion. Donc, oui, il y aura une grande crise. La prochaine et celle d'après. Jusqu'à celle qui est un peu l'équivalent de la baleine blanche ou
ou de l'éclair d'intelligence chez Marlène Schiappa, donc quelque chose de légendaire, et que certains spécialistes économiques appellent chaleur et lumière, c'est-à-dire la combustion des monnaies. Pourquoi avons-nous intériorisé le fait de crise? Parce que nous vivons, et ce, depuis la fin du XIXe siècle en réalité, mais surtout depuis la présidence Roosevelt d'abord, puis la présidence Nixon ensuite, sans que Nixon en soit coupable d'ailleurs, nous vivons un terrible désordre monétaire, c'est-à-dire que nous vivons sur des étalons monétaires qui ne sont pas des étalons qui peuvent soutenir une économie monde. Nous vivons sur un étalon qui appartient à une nation. Et ce soit dit sans anti-américanisme aucun, vu que les premiers, il est vrai que les premiers bénéficiaires de l'étalon dollar sont les États-Unis, mais les premières victimes sont également les États-Unis. Parce que quand vous vivez dans un système d'étalon monnaie, vous avez deux obligations. Premièrement, votre économie est ouverte de force au reste du monde, vu que tout le monde a besoin de votre monnaie. Quand je vais dans ma belle famille au Cambodge, je dois payer en dollars les commerçants, vu que le riel, monnaie de base du Cambodge, est dévalué symboliquement aux yeux des Khmers eux-mêmes. Et donc vous voyez que ce sont des dollars qui devraient circuler sur le territoire américain et qui circulent dans la province de Battambang au nord du Cambodge. Que font-ils là? Bon. Donc vous devez être ouvert de force, ce qui fait de vous une économie structurellement déficitaire. Vous êtes un empire débiteur. Et en plus, vous devez, pour que tout le monde garde votre monnaie comme la monnaie monde, vous devez avoir un complexe militaro-industriel démentiel. C'est ce qu'on appelle le dollar F-16. C'est-à-dire le dollar ou ma main dans la gueule pour que tu l'acceptes. Rappelez-vous d'un sémillant chef d'État arabe qui aimait beaucoup les belles jeunes femmes et les tantes. Il s'appelait Moammar Kadhafi, illustre inconnu, et qui a été délogé malheureusement, et pour notre malheur à tous, sur la demande d'Hillary Clinton, comme l'a très définitivement démontré mon camarade Patrick Mbeko, ce qui fut exécuté par, disons, un sympathique chef d'État franco-magyar d'1,55 m de haut. Lui aussi grand inconnu, mais qui ne va pas le rester vu qu'il prépare un retour, nous en reparlerons plus tard également. Donc la crise est devenue un mode d'existence et un mode de gouvernement. Donc oui, il y aura une grande crise. Ensuite, quel sera son détonateur? Le pire, ce serait que ce soit la Bundesbank, parce que là, on est dans des taux alpestes qui feront que la crise de 2008, que nous mésestimons en Occident parce que nous l'avons fait payer aux pays émergents. Mais 100 millions d'emplois ont été détruits dans l'immédiate année 2008-2009. 100 millions. Mais nous l'avons fait payer particulièrement aux pays asiatiques, un peu aux pays latino-américains. Mais cette fois-ci, l'Occident va boire le calice jusqu'à la lie, cette fois-ci. Parce que la leçon a été apprise côté émergent. La leçon a été apprise. Donc, il ne faut pas être grand clair pour vous dire ça. La crise viendra, et sera la crise terminale, personne ne peut vous le dire les yeux dans les yeux. Personne n'en sait rien. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que nous n'avons plus les capacités d'amortissement, et ça c'est le véritable problème géoéconomique que nous avions en 2008. Quelle était la capacité d'amortissement? Vous. Votre épargne. Les dettes que vos enfants régleront. Nous avons émis, si je prends le quantitative easing rien qu'européen, ce que la BCE a fait, 2600 milliards en 3 ans pour sauver les banques, création de richesse réelle zéro, division du PIB de la Grèce par 2. 300 000 exilés sur 10 millions d'habitants et 47% d'augmentation de la mortalité infantile. Au passage, vous l'avez peut-être vu dans la presse, il n'y a jamais eu autant d'Italiens qui ont quitté leur pays depuis l'après-guerre que cette année. Et ce n'est pas la faute de M. Salvini. La rareté monétaire est en train de prendre tous les États européens les uns après les autres, parce que, et ça nous allons y revenir, mais l'Europe est une
est une trappe au malheur économique parce que dans un contexte général déflationniste et dangereux, elle augmente les risques parce qu'elle a l'euro. Donc si vous voulez, ça va être mal pour les autres et pire pour nous. Donc, le véritable risque au niveau de l'économie monde est assez simple. Les taux directeurs des banques centrales devaient se relever après des années de maintien à la baisse. La Fed l'avait promis et la BCE qui suit, vous savez, les Européens, comme disait Régis Debray, un Américain en 1900, c'est un Européen qui avance, un Européen en 2000, c'est un Américain qui a du retard. La Fed a décidé, dans un bras de fer avec Donald Trump, de ne pas relever ses taux. Au passage, la Fed aurait très bien pu s'entendre avec le président pour un relèvement massif des taux qui aurait attiré tous les capitaux aux États-Unis et qui aurait fait dévisser toute une partie du monde. Mais Trump tient trop à la création d'emplois parce qu'il s'est fait élire par les rednecks pour cela. Donc, il n'y aura pas de deuxième coup de dé pour abattre l'économie des pays émergents, ce qui avait été le cas de la règle Volcker dans les années 80, qui avait plongé l'Amérique latine et l'Afrique d'ailleurs dans 10 ans de malheur. La vraie question, c'est est-ce que les banques centrales, en cas de crise, ne vont pas subventionner massivement la bourse directement, c'est-à-dire le marché action. Si c'est le cas, nous entrons dans une économie zombie qui se terminera mal, ça nous le savons, mais quand ça va mal se terminer, là où l'économiste dit « encore une minute, monsieur le bourreau », le politique doit dire « mieux vaut une crise maintenant si on ne peut pas l'éviter ». Pour repartir sur des bases économiques saines, je ne suis pas en train de vous faire du Léo Dagan, qui est pour moi un très grand penseur politique grâce à Kaamelott, tout cramé pour repartir sur des bases saines, mais pas loin, parce qu'aujourd'hui, mieux vaudrait, je le dis sincèrement, et je n'ai aucune délectation à dire ça, que nous affrontions ce tsunami de dettes pourries que nous avons en partie enfanté, plutôt que de remettre à demain un craquement qui malheureusement arrivera, et je préfère encore, je suis père de famille, le payer moi, plutôt que ma fille le paye dans 20 ans, sachant que nous n'avons jamais su que reporter les grandes crises et en faire augmenter la force d'impact. Et oui, parce que pendant que vous achetez du temps au prix de l'or. Après, si les banques centrales prennent ce que mon ami Philippe Murer appelle la position du déni, c'est-à-dire de subventionner le marché action, nous entrerons dans ce que le Financial Times a appelé des zones économiques non encore cartographiées, quelque chose qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire un soviétisme à l'échelle du monde, une gigantesque économie Potemkin, dont la seule chose que nous savons, c'est qu'elle se terminera mal. Mais après, le pourquoi et le comment restent encore bien mystérieux. Revenons une minute sur, une fois que nous avons vu le vrai risque, et pardonnez-moi si je vous ai déjà mis le trouillomètre à 0 parce que la suite ne va pas être bien mieux, revenons une minute sur les faux risques. Je suis conscient que tout le monde aujourd'hui essaye de retrouver une définition à l'axe occidental sur le dos de la Chine. Puisque les eurocrates n'aiment pas beaucoup M. Trump parce qu'ils ne le trouvent pas assez misogyne, enfin pas assez, disons, LGBT-phile, etc. Donc ils essayent de lui vendre la peau de Xi Jinping. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vous voyez qui est M. Juncker et quand vous voyez qui est Xi Jinping, je ne suis pas certain que l'alcoolo aura la peau du dragon. Mais bon, un physique, un mental, c'est au moins un homme qui a de l'espoir en lui-même, c'est déjà ça. En réalité, je pense que nous surestimons l'affrontement sino-américain. Je m'explique. En géopolitique, nous raisonnons malheureusement de manière souvent trop mécanique, avec ce qu'on appelle la
la théorie de Thucydide, c'est-à-dire quand deux grandes puissances sont face à face, elles vont se sauter à la gorge. Thucydide étant l'un des pères de notre culture géopolitique, c'est un auteur immense, et chacun d'entre nous doit le lire, le problème n'est pas là. La seule chose, c'est qu'il y a eu un léger changement de contexte qui s'appelle l'arme atomique. Aujourd'hui, ce sont deux gros animaux qui n'ont aucun intérêt à être dans l'affrontement frontal. Et j'ai confiance à la fois dans l'intelligence du président américain, puisque je pense que le débile mental Donald Trump, comme se plaisait à le dépeindre, vous savez cet homme dont l'utilisation de l'écharpe est pour moi fantasmatique, Monsieur Barbier. Ne l'enlève jamais, Christophe, ne l'enlève jamais. Eh bien, le débile mental a créé 5 millions d'emplois. Alors que notre premier de la classe, qui a un sens si singulier au fait de faire parler la poudre, n'en est pas encore là. En réalité, Donald Trump est ce qu'on appelle un deal maker. C'est un homme qui, d'ailleurs, il a écrit des manuels de négociation commerciale, tout débile qu'il soit. Manuels d'ailleurs qui ont été traduits en français et qu'aucun journaliste spécialiste des relations transatlantiques ne s'est donné la peine de lire. Parce que pour l'instant, il ne fait que les appliquer. Regardez les faits d'ailleurs sur les relations sino-américaines. L'Amérique est toujours en déficit, elle a d'ailleurs augmenté son déficit avec la Chine cette année. Mais, contrairement au temps précédent où le déficit commercial était une perte sèche pour les États-Unis, il a réussi à augmenter drastiquement les rentrées de l'administration fédérale et donc à pouvoir réinvestir dans son propre appareil de production. Vous le voyez, le commerce continue, mis à part qu'au lieu d'avoir un baiser et un baiser, comme quand vous faites du commerce avec l'Union européenne, nos amis canadiens d'ailleurs sont en train d'en profiter grassement et ils auraient tort de s'en priver, et bien là, pour le coup, comme d'ailleurs la plupart des économistes qui font de l'économie politique, nous pourrons dire que le protectionnisme est une garantie du commerce à long terme. Et oui, parce que si vous faites du commerce un instrument de pillage, eh bien à un moment, les pays vont se fermer. Et d'ailleurs, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Relisez Paul Béroc, relisez Eric Reinert. Qu'apprendrez-vous? Qu'au moment où des pays se sont fermés parce que le libre-échange qui leur était imposé les a pillés, eh bien nous avons envoyé après le marchand la canonnière, c'est-à-dire que quand on ne peut pas piller un pays par le libre-échange, on le colonise. Vieille logique. Donc ces deux gros animaux ne se sauteront pas à la figure. Ils vont montrer les muscles, ce qui nous rappellera les belles années de la guerre froide, j'espère sans tout le folklore idiot que malheureusement je vois refleurir particulièrement dans les milieux de la défense. Rappelez-vous de Raymond Aron qui en 84 disait avant 10 ans les chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Et que n'entendons-nous pas sur l'influence chinoise qui est partout et tout le temps? Nous qui avons la chance d'avoir un président young leader, il est vrai que l'influence de la Chine nous menace. Autre risque qui n'en est pas, le Brexit. Ça va être l'un des vrais éléments de 2019, c'est-à-dire qu'un pays va enfin faire, une saison intéressante de Prison Break et va enfin se tirer de grand hospice occidental. Alors vous me direz, avec M. Barnier, les sauterelles s'abattront sur la Tamise, et comme dirait, comment s'appelle-t-elle, Madame Pécresse, qui est en pleine love story, il faut que l'Angleterre souffre, car quand on quitte l'Union européenne, ça doit faire mal. Vous voyez l'influence débilisante sur l'intelligence politique de 30 ans des Feux de l'amour. Bon. Tous les indicateurs de la Grande-Bretagne sont pour l'instant ouverts. D'ailleurs, le dernier rapport de l'IRIS, qui a pu être cité par Sputnik récemment, disait que, sans qu'on sache exactement pourquoi la Grande-Bretagne se porte très bien,
Et l'Angleterre risque de se porter d'autant mieux pour une raison. Il y a 7 échappatoires au Brexit. Nous allons les revoir en une minute, vous et moi, si ça ne vous ennuie pas. Le report, qui pour l'instant est exclu. L'accès au marché commun, donc l'équivalent de l'EEE, de l'espace économique européen, donc ce qui mettrait la Grande-Bretagne dans la situation de la Norvège. Le problème, c'est que ça veut dire de cotiser à l'espace européen, ce que la Grande-Bretagne ne veut pas. Vous avez l'accès restreint à l'espace économique européen, par exemple uniquement pour les services financiers de la City, par exemple. Ça mettrait la Grande-Bretagne dans le cas de la Suisse. Le problème, c'est que même ça, c'est déjà trop pour l'indépendance de la Grande-Bretagne. Regardez le mal que ça a fait à la Suisse. La Suisse a dû entrer dans Schengen, alors que le peuple suisse était contre. La Suisse a les 4 fameuses libertés communautaires, libre circulation des biens, des marchandises, des services et des personnes. Alors que le peuple suisse était contre, à raison, vu que ça fait qu'à Genève, il n'est pas rare, particulièrement dans les périodes de vacances scolaires, que les maisons soient visitées en l'absence de leurs propriétaires par des chances pour l'Europe, arrivées par la magie de l'espace Schengen. Ah bah oui, tu souscris à la passoire, tu cotises, camarade. L'union douanière, ce qui mettrait la Grande-Bretagne dans le cas de la Turquie. Si vous voulez, alors l'union douanière a des avantages, parce qu'elle vous donne une autonomie de négociation. C'est vrai. Mais autant la Turquie y a un intérêt, parce qu'elle raquette en partie l'Union européenne, mais qui est parfaitement consentante, donc c'est pas tout à fait un crime. Autant la Grande-Bretagne, non. Vous avez un accord général de commerce, ce que nous avons fait avec le Canada, un libre-échange total, ce qui est le cas avec Singapour, ou le no deal, retour aux règles de l'OMC. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle garde son siège unique, vu que la France, par exemple, ne peut plus rien négocier commercialement. Et la Grande-Bretagne, elle retrouve un siège et défend ses intérêts. Elle commence d'ailleurs à le faire. Vous avez vu qu'avec des pays, je crois, comme le Chili ou comme la Suisse, des accords sont en train d'être signés et sont d'ailleurs en cours de négociation depuis le lendemain du vote du Brexit. Nos amis anglais sont prévoyants. Il est vrai qu'un peuple qui est arrivé à battre et l'invincible Armada et les V2 n'a que peu à craindre de Michel Barnier, dont je ne méconnais pas la nocivité, attention. Nuire, il sait faire, mais à ce point-là, je pense qu'on survend un peu le personnage. Une fois ce bilan géoéconomique fait, un bilan géopolitique de nos intérêts immédiats. Quelles sont pour nous les dates à retenir et ce qu'il peut avoir une influence sur la géopolitique française? Je vais commencer par le lointain, si vous voulez bien, et ensuite nous allons nous rapprocher. Quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui ne menacera pas notre stabilité, en tout cas pas du tout, ni à moyen, ni à court terme, mais je vous demande tout de même d'y être un tout petit peu attentif. Vous avez 2 grands pouvoirs personnels qui sont en train de monter en Asie. Le nationalisme hindou et le nationalisme chinois. Contrairement à ce que certains peuvent vous dire, je ne pense pas que ces 2 pays se jetteront l'un sur l'autre pour la même raison que les problèmes sino-américains. Et en plus, grâce à la géographie et à la position de l'Himalaya, la Chine et l'Inde ne sont pas face à face, elles sont dos à dos géopolitiquement. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire qu'elles regardent dans des sphères opposées. Toutefois, si vous voyez comment le monde est en train de se réorganiser, la Chine et l'Inde vont se partager des parts d'influence. Et des pays vont leur ouvrir des portes régionales. La Grande-Bretagne, par exemple, va ouvrir certainement les économies européennes à l'Inde. Là où la Grèce, mais l'Italie également de M. Salvini, espère
beaucoup d'être les têtes de pont de la Chine sur le continent. Et ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas les seuls. Une large partie des pays dits du groupe de Visegrad adoreraient être les ponts de Pékin. La Chine n'a que l'embarras du choix. Attention, ne vous méprenez pas sur mes paroles, et je pense pour ceux d'entre vous qui voient qui je suis, je ne fais absolument pas de la sinophobie. Déjà, si on pouvait éviter de raisonner avec des cageophobes, ça m'arrangerait fort bien, mais je ne fais que souligner un élément géopolitique majeur et qui ne tranche pas avec l'immense admiration que j'ai pour Xi Jinping à titre personnel et pour surtout le peuple et l'État chinois. La seule chose, si vous voyez comment le monde va se réorganiser, vous allez retrouver une zone occidentale avec des États-Unis qui, objectivement, l'ère Trump aura servi à ça, a pour l'instant des risques conjurés. Les deux principaux risques pour l'Amérique étaient une guerre civile intérieure, froide pour l'instant, mais qui peut tout à fait, dans un État qui, je vous le rappelle, a un peu plus de 350 millions d'armes pour 300 millions d'habitants, qui aurait très bien pu, si vous voulez, devenir une guerre civile chaude. Je vais vous donner un élément qui vous permet de voir que ce risque était tout à fait réel, c'est l'augmentation, particulièrement dans les États du centre, de la tentation de quitter la fédération et de retrouver les États désunis. Et le deuxième risque, beaucoup plus grand pour l'économie américaine, c'est de faire ce que tout impérialisme qui prend en extension risque, c'est-à-dire de faire la guerre de trop. Reprenez le programme progressiste, LGBT-friendly et droit de l'homiste d'Hillary Clinton. Il y avait 3 guerres dedans, d'ailleurs dont on vous a très peu parlé, ce qui est très drôle. Mais je peux vous dire que si Hillary Clinton avait été élue, je n'aurais pas aimé être à la place ni du maréchal al-Sisi, ni de Bachar el-Assad. L'Égypte, c'est 99 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Et je n'aimerais pas être à la place des Iraniens non plus. Ces 3 hypothèses militaires étant toutes les 3 absolument délirantes, la seule chose, c'est que l'Irak aussi, c'était délirant, et ils l'ont fait néanmoins. Donc quoi qu'on pense de Donald Trump, et je mets de côté malheureusement une situation qui me peine beaucoup, qui est celle du Venezuela, mais qui ne débouchera pas et ne peut pas déboucher sur un conflit de grande ampleur, Donald Trump ne renoue pas avec une tentation isolationniste qui n'a jamais existé réellement aux États-Unis, mais il a compris que le temps des guerres impériales était, en tout cas des guerres impériales majeures, était révolu à cause de 2 éléments. Premièrement, il y a aujourd'hui un club de puissances militaires qui ne peuvent pas battre l'Occident, mais qui peuvent lui nuire énormément, la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée, bientôt des États comme l'Indonésie. Et il y a également une lassitude des foules occidentales dans le fait de pouvoir se sacrifier. Donc l'Amérique va retrouver, du moins pour sa zone, un rôle de pivot. La Chine va certainement, et non sans douleur, être le pivot de toute l'Asie du Sud-Est. Entre les deux, vous allez avoir un espace mou. Le Moyen-Orient, une partie de l'Afrique, et l'Europe. Espace mou. Donc des espaces de conquête pour des impérialismes concurrents qui ne peuvent pas s'affronter de face. Et ces 2 impérialismes concurrents se regardent en chien de faïence, et malheureusement, vous allez avoir, par cette partie du monde qui est l'Asie du Sud-Est, qui est la partie du monde qui s'arme le plus et à la plus grande vitesse au XXe siècle, 20e, 21e, ça pourrait très vite mal aller, mais dans des pays périphériques. Ça, c'est le point. Pour arriver à des pays qui sont beaucoup plus proches de nous, je vous conseille sincèrement de regarder plus que l'espace africain, dont beaucoup, par afro-optimisme ou par afro-pessimisme, à mon avis aussi surjoué l'un que l'autre, si vous voulez, vous essayez de vous river les yeux dessus, alors que fondamentalement c'est un espace lent en termes d'évolution, mais qui va l'être de moins en moins, entre autres à cause de la rapidité de la démographie africaine.
Je vous conseille surtout de regarder pour cette année 2019 l'espace méditerranéen. Je m'explique. Comme vous le savez, nous allons vers des élections fantomatiques en Algérie. Abdelaziz Bouteflika se représente, j'espère que quelqu'un lui a dit. Et Saïd Bouteflika, beaucoup plus important, vu que c'est lui qui, c'est, disons, son cas qui empêche les négociations ouvertes sur, sur le redéploiement du régime, est venu se faire soigner en France récemment. De l'autre côté, le général Gaïd Salah, un homme dont je vous recommande de suivre la carrière parce qu'il est peut-être appelé à de grandes choses, purge l'armée au moment où je vous parle. Donc malheureusement, les années noires peuvent vite revenir en Algérie. L'Algérie, qui je vous le rappelle, est un pays dont la population de jeunes est l'équivalent de 55% de la population. Et que tout ce qui brûle à Alger se consume dans les quartiers nord de nos villes. Je vous le rappelle tout de même. À titre personnel, c'est pour moi la menace numéro 1, parce que malheureusement, j'ai bien peur que Manu ne saura pas arrêter le problème. Parce que je ne suis pas sûr que Manu puisse arrêter quelconque problème. Je vous conseille de regarder la Libye, parce que l'Italie, qui essaye de casser du sucre sur le dos de la France pour légitimer les échecs de l'administration actuelle, je suis désolé de le dire aussi froidement, mais c'est un constat, essaye de reprendre pied en Libye. Malheureusement, en Libye, il y a deux acteurs hors de fond que tout le monde fait semblant d'ignorer. Le maréchal Haftar et surtout le fils Kadhafi, candidat certainement favori aux élections présidentielles à venir. Et si nous étions intelligents, alors certes, il n'a pas l'intelligence de son père, en tout cas d'après tous ceux qui l'ont interrogé. Néanmoins, par sa lignée, il peut, disons, rafistoler le tissu tribal libyen et donc resécuriser la face sud de notre Méditerranée. Je vous conseille de regarder les conséquences à long terme du fait que les troupes loyalistes aient gagné en Syrie. Vous allez avoir une pression accrue sur l'Iran interne et externe. Interne parce que le fait d'avoir gagné en Syrie va peut-être être l'un des clous dans le tombeau du régime des Mollahs. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu subventionner la milice extérieure, le Hezbollah. Très grand guerrier, mais qui coûte très cher. Là où les Pasdaran, il est vrai, n'ont pas cassé des briques en Syrie. Donc si vous voulez regarder le théâtre iranien, regardez également le théâtre israélien, parce que Benjamin Netanyahou, après avoir déçu les forces nationalistes, est obligé d'aller à des élections. Malheureusement, la vie politique israélienne est assez vide en dehors de sa personne, vu qu'il est là quand même depuis des décennies, et que tout pourrait, si vous voulez, et qu'en réalité, je pense, au-delà, bien sûr, d'un durcissement israélo-palestinien, mais ça, c'est à chaque élection, regardez bien l'actualité libanaise. Parce que, à la place de Benjamin Netanyahou, je pense, pour pouvoir gagner ces élections, il pourrait faire pression sur le Liban. Et malheureusement, tout ce qui se passe au Liban a à un moment ou à un autre une répercussion sur nos intérêts, parce que le Liban est toujours notre porte d'entrée vers le Levant. Ça, c'est pour notre environnement immédiat. L'environnement européen, vous allez avoir, lors de l'élection d'Ukraine, une belle campagne anti-russe. Peut-être un ou deux escarmouches, mais vu l'état de l'armée ukrainienne, ça ira pas peut-être beaucoup plus loin. Vous allez avoir, évidemment, les entrées, la précision des entrées des États des Balkans occidentaux et de l'Ukraine vers l'Union européenne. Bon, après tout, l'Europe est une chance, n'est-ce pas ? La Grande-Bretagne part, l'Albanie arrive, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et pour terminer, notre situation intérieure qui va être marquée par deux faits et une inconnue. Les deux faits sont, premièrement, la poursuite de ce mouvement extraordinaire. Vous n'imaginez pas comme les étrangers le suivent, qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Dirigeant une revue qui travaille en 7 langues et ayant des correspondants à peu près maintenant dans la plupart des pays, disons, qui ont atteint une masse critique, je suis extraordinairement surpris de ce que je reçois comme courrier. Dans les grandes lignes, c'était « il y a 1 an, on vous croyait mort, mais finalement, les Gaulois, vous êtes toujours là ». À la surprise générale.
Alors vous me direz, le mouvement n'est pas exempt d'écueils. Oui, dans les grandes villes, les gauchistes, par l'intermédiaire des Black Blocs, donc la section d'extrême gauche des préfectures de police, à Toulouse et à Paris néanmoins, sont en train de prendre une partie du mouvement, certes. Alors vous me direz, nous, patriotes, nous ne pouvons pas le faire de la même manière parce que nous, on ira au trou immédiatement. C'est peut-être vrai. Néanmoins, pour l'instant, ça reste marginal pour une raison. C'est que quoi qu'on pense de l'extrême gauche combattante, parce que je voudrais ici que vous quittiez cette salle avec, disons, une sorte de mythe incapacitant. Non, les trotskistes ne sont pas des dieux de l'entrisme. Non, les Black Blocs ne sont pas des dieux du combat de rue. Notre faiblesse les rend très forts. Et je dis ça d'autant plus que à titre personnel, je suis un partisan, et je l'ai toujours été, ceux qui me connaissent ici le savent. Je trouve que l'union des droites est une idée débile, parce que le buissonnisme est une idée débile, puisque d'aller vendre son cul à la droite d'argent, c'est ce que nous avons fait pour M. Sarkozy, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui, avant tout, orientent leur patriotisme sur un refus bien compréhensible de l'immigration. Je vous rappelle que Sarkozy a fait venir plus d'immigrés que Jospin, et qu'il en fera, s'il revient, ou si M. Wauquiez-Laparca, ou si Morano Lacastafiore est élu, allons-y, science-fiction, eh bien, ils en feront venir tout autant pour une raison. Depuis le traité d'Amsterdam, l'immigration est une compétence communautaire. Point. Tant qu'on n'a pas dit ça, on n'a rien dit. J'ai toujours été partisan, pour des raisons évidentes à mes yeux d'administration de l'État, du dialogue des patriotes des deux rives. Et je sais très bien à quel point mes amis d'Attaque ou d'autres ne comprennent pas, ou disons comprennent beaucoup trop bien pourquoi on laisse faire les Black Blocs. Pour des raisons de lien occulte avec nos services de sécurité intérieure, dont malheureusement ceux-ci n'ont aucune raison de se vanter. Comment, pour moi, le mouvement Gilets jaunes sera totalement mort le jour où il acceptera dans son ensemble de faire une liste électorale. Nous en sommes loin. Il doit muer. Muer dans ce que nous avons fait après 2005. Nous étions très peu à commencer à faire des structures de socialisation à la base. Vous en êtes ici un exemple. Je peux vous dire que le mouvement souverainiste dans son ensemble, quand je les ai sollicités pour la création du Cercle Aristote, à l'époque, m'ont dit « il est jeune, il est fou, il est inutile ». Aujourd'hui, je pense que je reçois un tout petit peu plus de compliments que ça. Mais j'étais très loin d'être le seul. D'autres l'ont fait bien mieux que moi. C'est cet écueil que la Manif pour tous n'a pas réussi à faire, vu que ceux qui ont essayé de faire des structures de sociologie ont été conspués du mouvement, à commencer d'ailleurs par mes camarades que j'admire beaucoup de la revue Limite, par exemple. Et d'ailleurs, c'est l'échec terrible de la Manif pour tous. 1 million de personnes, aujourd'hui quasiment entièrement macronisées. Bon coup. Bravo, beau bilan. J'espère que les Gilets jaunes sauront prendre cette assise du pouvoir territorial. Et les fameuses élections européennes, bon, les élections européennes, on ne va pas se cacher, le Parlement européen, si vous voulez, est l'équivalent du Soviet suprême. Je vous renvoie à la très bonne conférence, toujours d'actualité, du dissident soviétique qui avait dit « I live in your future, it did not work ». J'ai vécu dans votre avenir, ça n'a pas marché. C'est pas Bukowski c'est l'auteur, mais c'est un nom qui sonne pareil. Il avait été interné sous l'Union soviétique. Et il a fait une des premières vidéos qu'a révélé YouTube, vu qu'il avait fait 1 million de vues, ce qui pour une vidéo politique ne s'était jamais vu. C'était en 2005. Et si vous voulez, il avait écrit l'Union européenne Nouvelle URSS. Bouquin très intéressant. Le Soviet suprême, quand bien même les souverainistes y seraient majoritaires, et ils ne le seront pas, ils vont faire entre 15 et 20, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la place des Britanniques partants. Ça valait la peine de baisser son pantalon. Hein. Ben vous avez 3 choix. Soit vous donnez à cette institution le respect dû à son rang et vous allez à la pêche, soit vous renforcez le camp frexiteur, soit
bah, au moins donner la chance à quelqu'un qui a joué le jeu du populisme jusqu'au bout. Mais par exemple, quand je vois la prostitution de beaucoup de partis politiques qui n'obtiendront rien en échange parce que le plan pour l'Union européenne est très clair. Les Allemands qui dirigeaient tout en sous-main vont maintenant diriger tout de manière directe. Le prochain patron de la Commission sera certainement M. R. Weber, principal serviteur des intérêts de la chancelière. Point, barre, ligne. Les souverainistes français pourront baisser leurs pantalons autant que faire se puisse. Donc nous repartons à souveraineté année zéro. C'est bien dommage parce que dans le même temps, nous aurons l'exemple britannique qui en plus nous ont rendu un service extraordinaire. Ils ont défriché l'hypothèse du Brexit. C'est que maintenant nous savons comment sortir. Première leçon et unique, ne pas négocier. Comme disait Yanis Varoufakis avant de baisser son froc lui aussi. Et je termine sur l'inconnu. Quand comprendrons-nous que pour la première fois depuis la guerre, nous avons une chance extraordinaire. Pour la première fois, nous avons un président américain qui risque fort d'être réélu, je pourrais m'en expliquer dans les questions si vous voulez, qui est indifférent à la question européenne, qui ne veut pas maintenir ni l'axe américano-germanique, pas à tout prix, une partie de la politique protectionniste américaine est dirigée non contre Pékin mais contre Berlin, mais surtout, il ne fera pas ce que Barack Obama a fait lors du Brexit. Rappelez-vous de Barack Obama arrivant à Londres et menaçant le peuple britannique. Et après, on vous vendra le mythe de l'Europe alternative et bien des salopards, parce que ce sont des salopards, à droite et à l'extrême droite, vont continuer en vous pipotant ça en plus. Quand comprendrons-nous que la fenêtre, parce que Trump sera certainement réélu, pour l'instant en tout cas, il a par exemple les syndicats américains qui se sont ralliés à lui, ce qui est quand même un truc hallucinant. Quand vous avez 40% des Noirs et des Latinos qui ont une vision positive de lui, vu ce qui est dit de lui, même à l'intérieur de ses frontières, le Parti démocrate n'a pas gagné et ses faucons n'ont pas gagné. Je ne dis pas, et je le dis sincèrement, le peuple américain fera tout dans sa souveraineté. Et je n'ai aucune affection pour Donald Trump, de toute façon je suis français, j'en ai rien à foutre. Par contre, si le camp des faucons revient, eux, parce que eux sont dans la logique wilsonienne américaine, donc dans la création de l'Union européenne, qui est la seule grande réussite américaine. Voyez la force qu'il a fallu de 1917 à nos jours pour que ça ait lieu. Aucun service de gouvernement, aucune puissance ne réussit à penser sur un siècle, eux l'ont fait. C'est aussi au passage pourquoi l'anti-américanisme est une connerie. Parce qu'à force de croire que c'est des beaufs, vu à la profondeur où ils nous l'ont mis, je pense qu'un tout petit peu de respect s'imposerait. Je vous le dis franchement. C'est pour moi la grande inconnue. Quand comprendrons-nous que nous avons relativement peu de temps, et j'espère que d'autres peuples européens, je ne crois pas beaucoup en l'Italie pour diverses raisons, je crois beaucoup plus dans des pays qui sont des vis-à-vis de l'Angleterre, comme la Hollande ou d'autres, qui j'espère le comprendront avant nous pour que la machine saute. Merci à tous. On a un petit peu plus de temps que d'habitude pour les questions-réponses et ça tombe bien, comme Pierre-Yves a toujours des raisonnements assez longs et assez précis. J'en suis désolé. C'est pas forcément un défaut, mais il faut composer avec. Mais comme ça, on va pouvoir passer à des questions-réponses bien riches. Bon, on a 25 minutes. Donc essayez, vous de votre côté aussi, d'être synthétique dans vos questions et comme ça, on va pouvoir en faire un maximum. Je suis à l'écoute. Qui a une question? Dorian, vas-y. À titre personnel, si vous voulez, j'ai été à DLJ à l'époque de Thibaut Génin. Donc quand DLF s'appelait DLR, était encore membre de l'UMP. Donc si vous voulez, j'ai vu évoluer Nicolas depuis très longtemps. C'est quelqu'un à qui j'ai toujours témoigné le plus grand estime. D'ailleurs, peut-être, vous en rappelez-vous, vu que quand M. Jamet, pendant la présidentielle, vous a chié dans les bottes, j'ai été l'un des seuls à vous défendre. Parmi les personnalités qui ont un accès minimum aux médias. En réalité, je comprends tout à fait où Nicolas Dupont-Aignan veut en venir. Le seul problème, c'est que lui l'entend dans un sens totalement différent et je pense avant tout
parce que c'est un homme politique extrêmement intelligent, qu'il sait que ce n'est que quelque chose de très parcellaire. Regardez d'ailleurs la réalité de la chose. Le PCD, M. Poisson, le CNI, M. Nort, certaines personnes issues du Rassemblement national, des anciens villiéristes comme Mme Besse, et à la rigueur, quelques, à mon avis, dans les sections de province, quelques transfuges, des républicains. Le seul problème, c'est que la logique d'union des droites va se heurter, et je comprends tout à fait qu'NDA préfère revendiquer le terme face à un électorat tuméfié qui s'est fait voler son élection parce qu'il était derrière François Fillon. Je comprends tout à fait. La seule chose, c'est que cette union des droites-là va tomber sur le même, et pour une fois je serai en accord avec Patrick Buisson, sur le même écueil que la première, c'est-à-dire le rétrécissement du groupe sociologique qu'on appelle la droite. Aujourd'hui, regardez l'exemple type, additionnez la force du RN, de ce qui reste de la partie nationalisable des Républicains. NDA leur a pris combien? 2-3%. Donc il arrive déjà presque au fond des patriotes de l'UMP. Le reste est macronisable. Et vous le savez comme moi. Vous les fréquentez comme moi. Donc le problème, ça va être un problème de taille critique. C'est-à-dire que vous arrivez, mettons, j'espère NDA à 10, vous arrivez avec le RN à 20, 25, vous restez dans les 35 à 37 de Marine Le Pen. Malheureusement. Ça, c'est un fait sociologique. Notre seule chance de battre Emmanuel Macron, parce que la stratégie d'Emmanuel Macron est très claire, il va sacrifier les européennes. Il vous l'a déjà démontré. Il a remis en scène Marine Le Pen, il va plier aux européennes, de toute façon. Qui va envoyer, lui, au Parlement européen? Lui, il reçoit directement les commandes depuis Berlin. Et il n'a malheureusement, vu le nombre de gens qui quittent son entourage, il n'a pas de problème de trop-plein, Macron. Il n'a pas trop de gens à caser, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le problème, par exemple, pour Wauquiez, qui doit à tout prix donner des places pour que son parti survive. C'est d'ailleurs l'une des seules choses qu'il fera peut-être survivre. Et si vous voulez, Emmanuel Macron va, à la rigueur, même qu'il perde les européennes, je suis même pas sûr qu'il les perde, parce que grâce à sa communication, il va jouer le parti de l'ordre face aux Gilets jaunes. Donc il peut tout à fait être à 30 et sortir premier. Il remet en scène Marine Le Pen, rebelote, malheureusement vous arrivez après, au premier tour de la présidentielle. C'est à craindre, hein, je ne vous le souhaite pas. Je dis que c'est à craindre. Elle repasse, il la bat, il est réélu. Ses équipes tablent sur ça, c'est évident. C'est sa seule chance. Face à ça, il n'y a malheureusement que, à l'instant T, je dis, il n'y a que deux scénarios. Soit, imaginons qu'une candidature populiste, et c'est là où le projet d'NDA est intéressant, et NDA arrive à passer, c'est ça le but, devant le RN aux prochaines présidentielles. C'est le but. Parce qu'au deuxième tour, il n'y en a que deux qui passent. On est bien d'accord. Bon. Et là, NDA peut être élu parce que là, il devra quitter l'union des droites et proposer un ralliement sociologique à la fois à une partie de l'électorat patriote de gauche et surtout à des gens à qui on ne parle pas, parce que ça va être pour nous le vrai problème, faire sortir les abstentionnistes de l'abstention. Or, nous sommes face, malheureusement, à un basculement qui va arriver, grosso modo, sociologiquement, dans les années 2000, 2022, 2025. La disparition de la classe âgée votante et, malheureusement, l'effondrement de la participation civique. Et là, malheureusement, il va falloir qu'on soit un peu créatif. Sinon, Emmanuel Macron est réélu. Croyez bien que je n'ai pas envie de vous dire ça, mais pour l'instant, il sort gagnant. Voilà. Bon, une seconde question. Une réponse, alors. Vas-y, Dorian. Alors, il va aller au groupe ECR, groupe que je connais bien, vu que j'ai siégé pendant 5 ans au Parlement européen. Donc, on va être très simple. Le gros problème des institutions européennes, c'est que déjà, vous les aimez pas quand vous les étudiez, mais alors quand vous les connaissez, et quand vous en avez fait le tour, ce qui est mon cas, vous les haïssez. Pour une raison. Les institutions européennes, on va être très clair, le Parlement, premièrement, son seul pouvoir, qui pourrait être utilisable et qui ne le sera pas, je vais vous dire pourquoi,
c'est son influence sur la nomination des commissaires. Dans le pire des cas pour l'eurocratie, les souverainistes ou prétendus tels, parce que, je suis désolé, je connais bien le PiS polonais, il n'est pas plus souverainiste que l'LRM. Je connais bien les hommes de M. Orban au Parlement européen, croyez bien qu'ils font carpette. Et malheureusement, moi, à chaque fois que j'ai vu des groupes où il y avait des souverainistes français, ils pliaient toujours devant les autres, disons, nationalités, fussent-elles infiniment moins nombreuses. Ça, si vous voulez, ça a été mon quotidien pendant 5 ans. Or, le pouvoir d'un groupe parlementaire au Parlement européen est un pouvoir de communication. À la rigueur, un pouvoir de création, si vous voulez, de rapports. Le problème, pour avoir rédigé des rapports parlementaires européens, on va être très clair, vous pouvez faire des rapports autonomes qui ne sont pas discutés en commission. Vous faites un apéro-débat et vous présentez votre rapport devant du public. Vous filmez, vous mettez sur YouTube. Ça, vous pouvez le faire. Mais dans les procédures de codécision, de toute façon, les textes qui sont discutés sont des textes qui émanent de la Commission et qui vont dans le sens des traités. Je vous rappelle le sens des traités, pour l'Union toujours plus étroite. Je peux vous raconter par le menu comment un rapport sur l'informatique en nuage auquel j'ai lourdement participé a été écrasé par un claquement de doigts de la commission ITRE, Affaires technologiques. Claquement de doigts, fini. Monsieur Schaffhauser, député, rien à foutre. Terminé. Ce rapport n'est pas dans la ligne de la commission, il est donc écarté. C'est malheureusement vers ce type de vexation. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai vu un groupe parlementaire d'opposition organiser un apéro pour fêter qu'enfin, au bout d'un an, un de leurs amendements, un seul, sur 10 000 amendements, a été voté. Vous savez ce que c'était l'amendement? C'était une correction orthographique dans la version française d'un texte. D'accord? Donc si vous voulez, et je vais vous dire, imaginons, vous gagnez la majorité. Eh bien c'est très simple. Vous êtes face à la commission, et donc commission-parlement l'un face à l'autre. On est d'accord? Eh bien vous allez avoir le juge de paix, la CJUE, gardienne des traités, avec la commission, qui va utiliser son pouvoir prétorien pour garantir l'union toujours plus étroite. Vous avez les traités contre vous, malheureusement. Vous savez, ça fait 5 ans que je vois des gens dire « nous allons subvertir de l'intérieur ». Tous ces gens-là se sont vautrés et ont été rachetés. Je n'oublierai pas une phrase qui m'a été décochée par un haut fonctionnaire européen quand j'ai été recruté et qui reprochait à mon employeur de m'avoir recruté en disant « tous les autres plieront, nous les achèterons, mais pourquoi vous nous mettez ce type-là dans les pattes parce que lui, on ne l'aura pas ». J'ai pris ça comme un compliment. Mais malheureusement, je dois dire que tous mes collègues ont plié et que moi, je n'ai vu que des gens plier. Je ne dis pas qu'NDA pliera, je dis que la machine est trop lourde. Je vais vous donner un dernier point. D'ici 3 semaines, 1 mois, va sortir un ouvrage assez technique d'un député européen qui va vous expliquer par le menu ce qu'a été sa vie, son quotidien et le caractère irréformable. Vous l'aurez aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, si vous voulez, il viendra peut-être ici, vu il vit dans les Vosges. Parfait. Une autre question? Oui, vas-y au fond. Alors juste, on peut te demander, si tu veux bien te lever et venir, soit tu hausses le ton d'où tu es, soit tu te rapproches. On n'a qu'un seul micro pour t'écouter. T'es vraiment un agent, toi? Huawei? Écoute, je ne suis pas les ordres américains, je garde Huawei. Qui va faire de l'espionnage autant que ce soit les Chinois. Ça t'ennuie que je me décale un peu? Tu vois, je peux pas être photographié à côté de toi. De toute façon, t'es enregistré, t'es cuit déjà. C'est sur Google demain matin. Alors, vas-y. Premièrement, si vous voulez, moi je suis un Westphalien, donc je me positionne pour personne, déjà. Parce que je suis français, mon avis ne compte pas, c'est pas mon pays, c'est pas mes frontières, c'est pas mon armée, c'est pas mon sang qui coule. Donc, si vous voulez, on va être très clair là-dessus. Le Venezuela, c'est très simple, c'est horrible comme situation. C'est une crise, c'est un sabotage des systèmes d'approvisionnement. C'est tout bête. Quand vous faites de l'histoire économique longue du Venezuela, c'est très simple. Le Venezuela a une tare, c'est qu'il a la bourgeoisie la moins entreprenante de toute l'Amérique latine. Donc c'est une bourgeoisie qui est à la recherche de rente. Dans les années 20, c'était le cacao, à partir des années 30, ce sera le pétrole. Bon.
Or, quand le régime bolivarien est arrivé, plus de 90% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. On peut haïr le président Chavez. Néanmoins, toutes les statistiques onusiennes, de l'alphabétisation à l'accès primaire aux soins, se sont lourdement améliorées, qu'on le veuille ou non. Or, le grand problème, si tu veux, c'est que pour faire couler ce genre de pays, il suffit d'analyser sa structure économique. Je ne dis pas que Chavez, et plus encore Maduro, qui est infiniment moins doué que Chavez, il faut quand même le reconnaître, n'ait pas fait de grosses conneries. Il en a fait une. Il n'a pas utilisé les revenus du pétrole pour faire un fonds souverain. Mais quand on me dit que c'est une économie communiste, c'est pas vrai. Il y a un secteur privé assez lourd au Venezuela, mais qui fonctionne de la manière suivante. L'État qui reçoit les devises du pétrole, vu que malheureusement les entreprises vénézuéliennes sont des entreprises qui se contentent du marché intérieur, redistribue à ces entreprises de quoi importer. Nous avons les montants de ces investissements, ils sont colossaux, de l'ordre de 400 milliards d'euros l'année dernière. Et c'est là où vous pouvez mettre le pays en asphyxie. C'est-à-dire que ces entreprises vont aller acheter particulièrement au grand voisin du Nord, qui est le principal partenaire commercial du Venezuela, va aller acheter des médicaments, des denrées alimentaires, des produits manufacturiers. Et vous empêchez ces produits d'arriver dans le marché légal et vous les mettez dans le marché noir. Au passage, c'est comme ça que les Américains ont eu Allende, c'est comme ça que les Américains ont eu le Nicaragua. C'est ce qu'on appelle un sabotage des réseaux d'approvisionnement. C'est bête comme chou. Vieille stratégique américaine en Amérique latine, rien de nouveau. Ensuite, vous avez un problème particulier au Venezuela, c'est que politiquement le Venezuela, et alimentairement surtout, est soutenu par la Russie, et que son sous-sol est administré en partie, ou du moins avec de très fortes tensions avec la Chine. Donc si vous voulez, pour l'instant, j'espère que Trump ne fera pas la connerie de... Et puis de toute façon, les milices d'autodéfense au Venezuela, c'est une réalité. Une attaque au sol, les GI vont la regretter. Ils la gagneront, mais ils la gagneront au porte-à-porte. Parce que n'oubliez pas une chose, derrière le Venezuela, vous avez l'ombre de la grande question indigène en Amérique latine. Que vous le vouliez ou non, que vous supportiez cet homme ou non, c'est indifférent. Il y avait 9 millions de personnes derrière le cercueil d'Hugo Chavez sur un pays de 18 millions d'habitants. C'est un constat, ça c'est un fait. Pourquoi ? Parce qu'il a donné une voix à ceux qui étaient les sans-voix d'Amérique latine, les indigènes. Qu'on le veuille ou pas. Donc si vous voulez, l'obsession des Occidentaux de vouloir chasser le bolivarisme par la rue, parce qu'ils ont peur du vote ethnique pour le bolivarisme. Donc ils veulent que le bolivarisme tombe par la rue. Le mieux qui pourrait être fait, c'est tout simplement une élection. Si Maduro est battu, il part, de toute façon il n'a pas les moyens de se maintenir. Et s'il gagne, eh bien, Trump est un deal maker. C'est pas compliqué de dire à un pays qui veut maintenir des minima sociaux élevés, et il est vrai une corruption de son élite, mais là, en Amérique latine, trouvez-moi un pays non corrompu. En Europe, trouvez-moi un pays non corrompu. Quand on est dirigé par Jean-Claude Juncker, on évite quand même de la ramener. Franchement. Or, c'est pas compliqué. La bourgeoisie bolivarienne, et comme malheureusement toute la bourgeoisie vénézuélienne, elle veut des rentes. Eh bien, à Trump de la lui garantir, et il récupérera le Venezuela, dont le seul intérêt pour Trump est simple. Le pétrole saoudien, c'est 30 jours de mer. Le pétrole vénézuélien, c'est 3 jours de mer. Une dernière question, Maxime ? Si vous voulez, on va faire la part de ce qui est... Vous avez 2 gros problèmes en Italie. Un problème économique et un problème démographique, dont l'élément migratoire est une variable importante, mais pas unique. On va commencer par l'élément migratoire parce que c'est le plus facile. Et là, je suis désolé, je vais faire de la peine à beaucoup de gens. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec Matteo Salvini. Avec son groupe, je l'ai vu travailler au Parlement européen. C'est un homme qui mérite d'être considéré, qui travaillait beaucoup. J'ai pu voir certains des gens qui sont ministres aujourd'hui, comme Fontana, au travail. Ce sont des gens qui n'ont pas démérité, loin de là. Et je dois dire que j'ai, vis-à-vis des économistes souverainistes de la Lega, une très grande tendresse, particulièrement pour Borghi et Alberto Banai. Le seul problème, c'est que, si vous voulez, l'immigration augmente en Italie. Pourquoi ? Parce que les réfugiés baissent. Mais les réfugiés baissent depuis Renzi. Qu'a fait Renzi ?
eh ben, il est retourné sur les côtes libyennes et il a donné du fric, ce qu'on faisait à Kadhafi. C'est-à-dire que 120 000 Libyens sont morts pour rien. Beau bilan, hein. Beau bilan. Et après le reste, bah, malheureusement, c'est le regroupement familial. Et comme le dit très bien la CJUE et non la CONDH, comme je le vois trop souvent écrit, le regroupement familial est un pilier de la politique migratoire de l'Union, il est intouchable. Point. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, vous avez une alternative toute tracée, très chère. Vous allez sur Google et votre ami, vous allez sur cedh.com, et il y a un manuel entier du droit du migrant. Alors, il n'est pas actualisé depuis 2014, mais déjà, ce que vous allez lire dedans va vous horrifier. Moi, je l'ai lu en entier. Je peux vous dire aujourd'hui, j'embrasse des deux mains, des deux pieds, un flic arrive à expulser un mec. Parce que franchement, c'est le parcours du combattant. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que là, le coup d'envoi de l'affrontement entre la Ligue et 5 étoiles a été donné hier. Premier duel, la Ligue a dominé 5 étoiles. 5 étoiles, au passage, n'est pas responsable. Hein, si Salvini ne va pas assez loin en immigration, ils lui ont donné carte blanche. Pas ça le problème. Il ne faut pas caricaturer 5 étoiles dans des gauchistes à cheveux longs et à cheveux gras. C'est pas tout à fait le genre. Pas tout à fait le genre de la maison. Le grand problème, c'est que Salvini a bouffé, Berlusconi, a bouffé la laine sur le dos de son allié 5 étoiles. Maintenant, le temps va être à l'affrontement et peut-être au retour aux élections générales. Nous verrons ce que Salvini fera. Mais je vous le dis sincèrement, vous ne ferez pas de politique anti-migratoire forte dans le cadre de l'euro pour une raison. La Banque Centrale Européenne a en partie asphyxié l'Italie. Tout le monde croyait que c'était impossible vu la taille de l'Italie. Ils ont tenté quand même. Ce qu'ils ont fait à la Grèce, ils l'ont fait en plus grand. Et ils ont en partie réussi. Ne sous-estimez pas ces gens-là, jamais. Deuxième point, le volet économique. Les Italiens n'ont plus d'épargne. Ça, c'est un vrai problème, c'est parce que l'Italie est la plus atteinte après la Grèce par la politique de l'Euroland, tout simplement. Et donc les Italiens n'ont plus d'épargne. C'est pour ça qu'ils partent. Qui part en Italie? Des jeunes hommes et des jeunes femmes. Pour la démographie, ça va rajouter du problème. Certains vont finir grand remplacés, comme le dit l'autre. Et c'est tout ce nœud dans lequel Salvini est face. Après, il a deux choix. Soit il plie, soit il rompt. En plus, il a les moyens de rompre. Il a deux banques systémiques. Il peut tout à fait menacer et rompre. Malheureusement, je crois qu'il ne le fera pas. Et lui, il n'a aucune excuse. Parce qu'à la rigueur, Tsipras, il a été menacé physiquement. Tsipras n'avait que Varoufakis, alors que Salvini a les hommes. Alberto Banai, c'est l'équivalent de Jacques Sapir. De l'aveu même de Jacques Sapir. Donc quand vous avez des mecs de ce niveau-là, vous avez de quoi voir venir. Malheureusement, si vous voulez, c'est une vieille histoire italienne. Hein. Cracher sur la France parce qu'on a peur de Berlin. La dernière fois, ça s'est mal passé. Et malheureusement, j'ai peur que cette fois-ci, ça se passe mal encore. Et ils partent où, les Italiens? Alors, ils quittent. Alors, les premiers chiffres que nous avons, contrairement à des pays d'Europe de l'Est, etc., qui se vident, type la Hongrie ou autre, ils ne restent pas en Europe. Ils retrouvent. Alors, ils vont parfois dans les pays émergents, mais c'est assez rare, contrairement par exemple à la jeunesse portugaise qui fait tout pour retourner en Angola, par exemple, ou au Brésil. Mais surtout, ils redécouvrent la route des années 20-30, la route des États-Unis, la route de Little Italy, tout bête. Et certains essayent les pays d'Europe libre, bon, particulièrement la Suisse. La seule chose, c'est que la Suisse, maintenant, c'est affiché complet. Hein. J'ai reçu l'un des plus grands stratèges suisses là, il y a quelques semaines, Bernard Witsch, m'a dit aujourd'hui, le Suisse de base a une obsession quand il lui parle de stratégie ou de défense, c'est toute l'Europe va se casser la gueule sur mes pompes. Il n'est pas content, le Tyrolien. Donc, non mais, vous voyez ce que c'est pour un pays comme eux, qu'un pays libre, de vivre dans la trouille de gens qui sont en train de se casser la gueule et qui se permettent de vous menacer. Je vous rappelle quand même cette allocution géniale de Jean-Claude Juncker dans son état habituel, donc mi-cuit comme le foie gras, où il leur dit « Vous avez intérêt à ce que l'accord soit signé, hein, parce qu'après moi, il y a pire que moi. » C'est paru dans toute la presse, sauf en France. Alors, après moi, il y a pire que moi, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire Yavol. Hein. Très clair. Ça veut dire Weber, ça veut dire l'arrivée commandite simple. L'Allemagne qui avait une commandite, maintenant une commandite simple.
Maintenant, vous allez les voir sans masque. Et vous allez voir à quel point les Italiens vont morfler, parce que je terminerai là-dessus. Nous avons un seul exemple en termes de psychologie politique d'un peuple qui a vécu le populisme et son populisme s'est effondré. C'est les Grecs. Les Grecs aujourd'hui, à 80%, sont en dehors du circuit politique classique, s'effondrent psychologiquement et maintenant ils acceptent tout ce qu'on leur donne. Je ne dis pas que nos peuples feront la même chose. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul exemple d'un peuple dont son populisme l'a trahi. Un seul peuple européen, c'est les Grecs. Aujourd'hui, ils ont baissé la tête. Je pense que les Italiens, ça se passera peut-être pas aussi bien que ça, mais ils peuvent finir par baisser la tête, c'est-à-dire par tout accepter de la domination oligarchique. Les Français, vu les gilets jaunes, j'ai bon espoir que ça pète. Je vous le dis franchement, je ne devrais pas souhaiter ça parce que quand on sait le prix qu'il y a à payer, mais je préfère encore ça à la mort lente. Parce que je suis père de famille. Parce que si c'est la mort rapide, c'est moi qui suis en face. Si c'est la mort lente, ça veut dire que ma fille doit retourner en Asie, fissa, quoi. Il y a 3 ans et demi, l'expatriation, quand même. Vous comprenez ? Bien, merci Pierre-Yves.